Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre face au lecteur autour du film Chamboule tout. Nos invités aujourd'hui sont Éric Lavenne, le réalisateur du film, Alexandra Lamy. Bonjour. Bonjour. Et José Garcia, qui sont les deux acteurs principaux du film qui sortira sur les écrans le 3 avril. Vous êtes 10 lecteurs à avoir été sélectionnés, tirés au sort. Bravo à vous, bienvenue. Et je propose de commencer cette rencontre par une petite présentation de chacun d'entre vous, même si on vous connaît un peu. Alors, on va commencer par vous, Alexandra. Vous avez 47 ans, vous avez suivi... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça commence déjà super mal. Ne donnez pas son poids, ni le mien, d'accord? Vous faites 76 kilos. 76 kilos? Oui. Excusez-moi, Alexandra. Je l'ai engagée, elle m'a dit qu'elle avait 32 ans. Et elle me disait, je suis un peu fatigué en ce moment. Physiquement, ça se voit pas. Tu n'as pas regardé la date de naissance, ouais. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout que tu as 32 ans, mais alors pas du tout. Je voudrais pas passer. C'est cuit pour moi, les jeunes premières. Okay. Merci. Pas du tout. Ça pourrait passer pour de la goujaterie, mais je pense que juste que l'égalité est à ce prix-là. Hein. Bien sûr. Tout le monde alors moi, je vais essayer d'être inégal. Vous dites rien, vous dites simplement où je suis né. Ok. Ok, je vous passe un rib. Ah oui, un truc léger. Bon. On reprend. Oui, bon, présentation light. Donc Alexandra, je reprends. Alexandra Lamy, vous êtes très jolie. Merci. Vous avez suivi les cours comment c'est balancé ça? Vous avez suivi les cours du conservatoire. Je suis célibataire, vous êtes très jolie. Non, non, pas du tout, non. Vous êtes sur Tinder avec un avatar. Ça va pas être gagné, je le dis tout de suite, ça va pas être gagné. Vous avez suivi néanmoins les cours du conservatoire de Nîmes et si vous avez débuté sur le petit écran via un spot publicitaire réalisé par Patrice Lecomte, dans lequel on vous voyait sortir du four une tarte au saumon et à l'oseille. Un de ses meilleurs rôles. Dans une lumière à la Godard, j'ai trouvé, avec les stores, etc. Bref. Je me demande si c'est une présentation ou une destruction, en fait, le truc. Okay. Parce que commencer avec les tartes Marie et le poids, et là, pas dit la marque, mais ça commence mal. Mais bon, c'était juste pour l'anecdote. C'est comme avec un gars, une fille, que vous vous êtes installé durablement dans le quotidien de tous les Français, puisqu'à partir de 99, vous êtes chouchou, et ça pendant 5 ans, et pas loin de 500 épisodes, 486 pour être précis. Vous revenez ensuite au théâtre, vous avez décroché une nomination en Molière 2004 pour Théorbe de Christian Siméon. Au même moment, vous apparaissez au cinéma en étant une sirène dans Brice de Nice avec Jean Dujardin. Depuis, vous avez tourné près de 30 films. Vous avez été dirigé par François Ozon, par Étienne Chatiliez, par Sandrine Bonner, par Nils Tavernier, Mathieu Sapin, le poulain, et par Éric Lavenne, présent. Et c'est là que le bas blesse. C'est votre 3e film avec lui, Chamboule tout, qui sort donc le 3 avril. Vous êtes depuis aujourd'hui à l'affiche de Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Et au générique duquel on trouve également Gérard Depardieu, Christian Clavier, Sylvie Testu, Alex Lutz, Guy Marchand, Édouard Baird et le formidable Bouli Lanners. Oui, exactement. Éric Lavenne, à vous. Vous avez 63 ans. Vous avez 56 ans. Vous êtes également très beau garçon. Tu m'as menti, tu m'avais dit 54. Okay. Ah, tout ça pour gagner 2 ans. Vous avez été scénariste pour les Guignols de l'info en 89, puis pour la série H avec Jamel Debbouze, Eric et Ramsey et bien d'autres. Que des choses d'auteur, que des... Non mais ça compte. Ça vanne sévère, je trouve. Hein. On n'arrête pas. En 2006, vous avez réalisé votre premier long métrage pour le cinéma, Poltergeist, avec Clovis Cornillac, Julie Depardieu. Vous avez ensuite connu un gros succès avec Incognito, qui réunissait Bruno Benabar et Franck Dubosc. Vous avez retrouvé ce dernier en 2011 pour Bienvenue à bord, qui était une comédie à très gros budget. Puis pour Barbecue, qui a réuni 1,6 million de spectateurs en salle, ce qui est un très bon score. En 2016, vous entamez avec Alexandra Lamy, ici présente, une trilogie, on va dire, peut-être plus. En tout cas, une série de 3 films, Retour chez ma mère, qui a été suivi de L'embarras du choix, et donc de Chamboule tout, qui nous réunit aujourd'hui. Et sans doute, la suite de Retour chez ma mère qu'on va tourner là à la rentrée, qui s'appellera Un tour chez ma fille. Où Balasco fait des travaux chez elle, et du coup vient s'installer chez Alex. Voilà. Okay. Le bonheur d'avoir sa maman à la maison. Très longtemps. José Garcia. Oh, vous emballez pas. Ça va être votre... Ça, il va pas me faire le truc, je vais me remettre à boire. Non, franchement, on arrive, voilà, je suis arrivé là, j'ai 32 ans. Alors, on est vraiment... Non, vous embêtez pas, franchement, ça sert à rien, on va rentrer dans les trucs qui fâchent.
Ok. J'ai commencé en Barésie, oui, d'accord. J'ai été sous la joue d'un homme pendant 7 ans, voilà. On va faire prostitué et malmené, voilà. On va faire plus court. Vous avez 52 ans, mais pas pour longtemps. Parce que dimanche, c'est votre anniversaire. Quoi. Et vous avez 40 mais ans non, dimanche. c'est n'importe quoi. Bravo. Dimanche, c'est pas votre anniversaire. Non. Non. Dites n'importe quoi, vous êtes complètement erroné, monsieur. Je ne vous connais pas, mais ça sent le soufflet au sultan. Très bien. En tout cas, vous avez eu Francis Huster comme prof au cours Florent. Et ouais. Ça commence. Et ça commence les dossiers qui sortent. Et on va pas parler de l'école du cirque Annie Fratellini. Non, ça serait pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que vous avez quelqu'un des jongles, comment ça s'appelle, des quilles? Parce qu'il vous fait des trucs incroyables. C'est marrant, je pensais que ça allait prendre 3 minutes. Je m'étais chronométré avec mes parce que la présentation ne sert à rien. C'est que les casseroles. Avec nous. Ah ouais, je savais pas, non. Il n'y a pas un trapèze dans les locaux de Sud-Ouest? Si, mais ça, c'est après. C'est après. Il est incroyable. Bon, alors voilà. La toupie bulgare. Ok. On se souvient tous de Nulle part ailleurs. D'autres vous en parleront. Sandy trop forte, par exemple. Ah là, je vous dis, on commence à les Lady emmerder. Diana, tout ça. C'est vraiment pas ici, rentre ici Jean Moulin, moi. Hein. Je suis pas prêt d'entrer au Panthéon. C'est là, ici, Sandy trop forte. C'est ce qui restera de moi. Une revue nécrologique où j'étais une grosse. Et puis voilà, je me suis transformé. Après, j'ai fait des films minables. Bon, voilà. Très bien. Bon, vous avez tout dit. Bah voilà. Et ben voilà, j'espère que vous êtes content de nous voir. À croire que vous avez pompé mes fiches. Non, votre filmographie est colossale. On trouve les noms de Bernie Bonvoisin, Philippe Harel, d'après Michel Houellebecq, Arthur Joffé, Costa Gavras, Carlos Saura, Pierre Salvadori, Régis Varnier, Jean-Jacques Hano, j'en passe, Guillaume Canet, puisque on vous verra dans Nous finirons ensemble, qui sortira en mai, qui est la suite des Petits Mouchoirs. Vous êtes aussi la voix d'Alex, le lion dans Madagascar. Eh ouais. Non. Mais si, c'est lui. Dans Chamboule tout, vous jouez Frédéric, qui après un accident de scooter et plusieurs semaines de coma, perd la vue et une partie de ses facultés cognitives. Pour Béatrice, sa femme, que vous jouez, Alexandra, ce drame est une grande traversée qu'elle raconte dans un récit, une autofiction qui est sur le point de sortir en librairie et dans laquelle elle met en scène tous les amis de leur couple. Si la première partie du film se déroule à Bordeaux, la plupart de l'action est un huis clos dans une très belle villa à Biarritz, avec quelques plans à Saint-Jean-de-Luz, j'ai remarqué. Tout à fait. Entre drame et comédie, c'est un film de bande, plus qu'un film choral, je dirais. Un film de bande dont les personnages se retrouvent confrontés à l'image que leur renvoie de Béatrice, une image qui n'est pas toujours conforme à celle qu'ils ont d'eux-mêmes. Des personnages qui sont, comme il est dit dans le film, très bien campés, n'est-ce pas? Par Michael Youn, le formidable Michel Vuillermoz, Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin et d'autres. Vous êtes ici pour parler de ça, et pas pour parler des choses dont on a parlé précédemment. Les lecteurs de Sud-Ouest ont préparé des questions. La première va vous être posée par Stéphanie Nazareth. Après, j'ai l'impression d'être au tribunal de grande instance, tu sais. Quand le mec il dit donc moi, vous avez volé fait, hein. Machin truc et vous êtes ici. Ouais. Le Alors, parquet est-ce que le a colonel retenu contre Moutarde- vous 6 ans de réclusion criminelle pour avoir fait chier pendant des années. Oh, écoutez, monsieur, non. Donc, mon petit bonhomme, vous êtes coupable. Vous êtes coupable à quoi qu'il arrive. Stéphanie, Alors, à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'Alexandra et José Garcia ont aimé tourner dans la région et quelles sensations ont-ils ressenti l'ambiance sur le plateau, voilà, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici lorsque vous venez tourner dans la région? Mais je trouve que dans le film d'Éric, je trouve que justement le Pays Basque, bon, on a tourné un petit peu à Bordeaux, mais c'est vrai que c'est surtout le Pays Basque. Je trouve que les paysages, la météo aussi, j'allais dire, parce que c'est vrai que ces ciels un peu nuageux, je trouve que colle complètement à l'histoire et même ce que vit un peu Béatrice, parce que la météo, ces paysages un peu forts, ça, voilà, je trouve que c'est très cinématographique en plus, c'est très beau à filmer. Je crois qu'en plus Éric vous répondra peut-être mieux, mais toi tu aimes beaucoup cette région aussi. Et puis c'est vrai que Barbara, donc qui est la jeune femme qui a eu cet accident, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, vient aussi. Qui a pas eu l'accident. Pardon, qui a son mari qui a eu cet accident. Qui a écrit le livre. Ouais, pardon, excusez-moi. Et parce que je te regardais, puis du coup je me suis dit, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et voilà, qui venait effectivement du Pays Basque aussi, c'est pour ça que tu avais choisi un peu cette région aussi, non? Disons que le Pays Basque est très cinématographique, tout comme Bordeaux d'ailleurs, parce que c'est une ville absolument, le patrimoine architectural ici est dingue. Et ce qui est bien avec le Pays Basque, c'est que les éléments
déchaîné. On sait que c'est quand même un pays où on peut avoir très beau temps, puis ensuite d'un seul coup la tempête se lève, la pluie, et ça correspondait un peu au parcours de Béatrice au cours du film. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très heureux, puis peu à peu tout va se déchaîner, et c'est un peu la magie d'un tournage, et qu'on a eu, quand il devait faire beau, il a fait beau, quand il devait faire mauvais, je ne trahis pas un secret, ce qui est assez courant au Pays Basque, il a fait mauvais. Plusieurs saisons dans la journée. Il y a une vanne là-dessus d'ailleurs dans le film quand Michael Youn est en voiture. Ah oui, bienvenue chez les Basques parce qu'il se met à pleuvoir. Et c'est vrai que non mais c'est ça qui est dingue, c'est pour ça que je pense pour bien profiter du Pays Basque et du Sud-Ouest, il faut habiter le Pays Basque. Ouais. Parce que quand vous êtes là longtemps sur place, vous dites vous savez qu'à un moment ça va passer. Quand vous faites 15 jours, moi j'avais fait avec ma femme 15 jours, 15 août, 30 août, où vous avez rideau de pluie, ce qui peut arriver. C'est moins drôle. C'est un peu moins drôle. Et tu n'as pas raison quand tu dis qu'il y a plusieurs saisons dans la journée, un peu comme en Bretagne. C'est pas vrai, c'est qu'au Pays Basque, quand ça s'installe, que ce soit le beau temps ou le mauvais temps, bloqué par les Pyrénées. Mais sinon, c'est une région merveilleuse, mais très différente de Bordeaux. Hein, mais voilà, c'est vrai que tout le Grand Sud-Ouest, c'est extraordinaire que la France ait la chance d'avoir des régions comme ça. Et vous voyez, là, on est à Bordeaux, on a passé une soirée merveilleuse hier avec un public génial. Et là, on est content parce qu'on va aller au Pays Basque, on va passer par Pau, Tarbes, et demain, on sera ensuite à Biarritz-Anglet. Et c'est vrai que c'est extraordinaire en si peu de temps de passer à des ambiances aussi différentes et toujours avec un point commun auquel José et Alex sont particulièrement sensibles, c'est la convivialité et la gastronomie. C'est vraiment le bonheur. De toute façon, en France, la convivialité et la gastronomie, j'ai jamais vu un pays en 30 km, on change et de topographie et de gastronomie, et il y a toujours des spécialités. C'est quand même un pays d'une richesse architecturale, topographique et culinaire. Franchement, c'est incroyable. Puis avec ce peuple si beau que nous avons en France, si gentil, si généreux. Ah, ça c'est sûr. Non, mais si, au contraire, il faut aller ailleurs parce que quand on va ailleurs, c'est là où on se redit, on voit la chance qu'on a. Laetitia. Oui, Laetitia, elle n'est pas là. Ah. Ok. Donc Françoise, alors. Donnez l'esquimau à Françoise, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors ma question sera pour José Garcia. Je voulais savoir comment vous étiez préparé pour votre rôle par rapport à votre handicap. Est-ce que vous avez dû jouer en retrait malgré la comédie? Et par exemple, dans les scènes où vous marchez ou vous déplacez, est-ce que vous avez vraiment fermé les yeux et essayé d'être comme un malvoyant? Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, pour répondre, oui, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Dominique Dumont, qui est co-directeur du Théâtre des Bouffes parisien, qui était un homme qui a perdu la vue il y a quelques années, mais qui était voyant. Parce que vous savez, il y a une différence entre les gens qui sont voyants et qui de naissance, enfin, et par accident. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de séquelles, en tout cas à travers un accident ou c'est simplement une cécité, en fait, quand ils vous parlent, ils ont quand même un minimum de forme, ils voient un minimum de lumière, il y a un minimum de choses comme ça. C'est ce qui arrive à Frédéric, c'est que quand même, il arrive à sentir, en tout cas, quelques bribes. Donc, il n'est pas du tout... en fait, quand il vous parle, il est pratiquement dans la même disposition qu'une personne voyante. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était un peu délicat, parce qu'au cinéma, il faut quand même être un peu plus extrême, si vous voulez, pour voir et la difficulté, c'est qu'il ne faut pas trahir la réalité. Donc voilà. Après, je suis allé à l'école de chiens d'aveugles de Paris. Alors ça, c'est encore un autre monde extraordinaire, les chiens d'aveugles. Si jamais vous avez l'occasion, c'est des années de préparation pour un chien. C'est un travail d'une sensualité, d'une harmonie absolument démente. Et après, j'ai travaillé là-bas avec une motricienne, justement, qui m'a appris ce qu'était le déplacement dans une ville. Et je peux vous dire que les non-voyants sont des gens d'une témérité et d'un courage absolument dément, parce que la ville a une pollution sonore qui est juste incroyable. C'est-à-dire quand vous mettez à écouter, si vous fermez les yeux, vous déplacez simplement dans la rue, vous faites juste 10 mètres, vous allez voir à quel point il y a un nombre d'obstacles hallucinants, que le monde évoluant, maintenant il y a des trottinettes qui traînent, des vélos électriques qui sont là posés contre les trucs. C'est vraiment très compliqué, d'où je crois que maintenant l'obligation elle est presque d'avoir un chien d'aveugle, parce que c'est vraiment très difficile. Et pour le film, en fait j'ai deux choses. C'est que d'abord,
J'ai perdu la vue, mais comme tous les gens qui ont un accident avec un impact, on en garde une espèce de nervosité. C'est-à-dire que dès que vous touchez quelque chose, il y a quelque chose d'extrêmement nerveux et tout de suite réactif. Et comme en plus, ce personnage ne sait pas qu'il a eu d'accident, il est confronté tout le temps à une espèce de sentiment. Vous savez, il a un sentiment, comme il n'a plus de mémoire immédiate, il a un sentiment d'insatiété. Donc il a toujours vraiment faim. Il a toujours vraiment soif. C'est pas pour faire rire, c'est-à-dire qu'il a vraiment une nécessité. Donc quand il prend quelque chose, c'est très nerveux parce qu'il n'a pas mangé pour lui, en tout cas depuis 2-3 jours. Et c'est ce qui crée le rire, mais qui en même temps peut être un peu extrême parce que c'est une vraie nécessité pour lui. Et donc moi je suis pas là pour faire rire dans le film, je suis là pour avoir vraiment mes démons avec moi, et c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir à manger, c'est une vraie nécessité pour ce personnage. Et comme il parle un peu plus fort, parce qu'évidemment, comme tous les gens qui n'ont pas vraiment le sens de l'endroit où sont les autres, il a une espèce d'attaque, et en même temps, il est capable de dire ses 4 vérités, en même temps, il a un vrai souvenir de tout, ce qui est très dur pour Michael Youn, parce qu'en fait, je lui pourris la vie, voilà. Mais je n'ai pas cette mémoire immédiate. C'est-à-dire que si tout d'un coup, ma femme fait un livre, je ne sais pas qu'elle a fait un livre. Si il paraît que le vrai personnage dans la vie est venu voir le film, et puis évidemment, 5 minutes après, il ne sait pas qu'il est allé voir le film. Donc voilà. C'est toutes les complexités de ce personnage, et je me suis mis complètement à l'écart du groupe parce que malheureusement c'est très compliqué de pouvoir se remettre si jamais on rit avec les autres et tout. C'est très difficile de se remettre dans le truc. Donc c'est un tournage à 7. Voilà. Mais ce qui n'est pas un mal, parce que avec ma camarade et mes camarades, si j'étais venu grossir le groupe, on ne serait pas entendu. Ça aurait été un boxon sans fin. Donc j'ai laissé Michael, Mask Weather Leader. Non, mais le moteur était bien en main. Voilà, le tout était très mené avec cette équipe d'acteurs géniaux. Élise. Bonjour à vous trois. Eric, avez-vous souhaité qu'Alexandra et José rencontrent le couple dont s'inspire l'histoire ? Alors, je leur laisse, quand des comédiens travaillent leur rôle, moi je suis un accompagnant simplement, c'est-à-dire que je laisse libre choix à chacun de construire son personnage. On a écrit une histoire, je connais le personnage, ils lisent l'histoire et ensuite on en parle. Maintenant, Alex a choisi de rencontrer Barbara et Jean-Louis, et elle a lu le livre de Barbara, même si encore une fois le livre n'est absolument pas l'adaptation du film, mais c'est ce qui m'a donné l'idée du film. Et donc, elle a vu, je parle pour Alex, mais elle a vu leur rapport, et elle s'en est beaucoup inspirée sur le côté très tactile qu'a notamment le mari de Barbara, qui a toujours besoin de se réfugier puisqu'il est aveugle auprès de sa femme. Donc elle a gardé ça. Et quant à José, il a préféré ne pas rencontrer Jean-Louis. Jean-Louis, tu expliqueras ça mieux que moi, pour une raison... qui est de non-pollution, j'ai envie de dire, quelque part, sur la création du personnage, et de non-compassion. C'est-à-dire que c'est quand même des choses... C'est très particulier, encore une fois. Le cinéma, on doit donner l'impression de la réalité. Mais la réalité n'est pas toujours ça. Si, par exemple, je me souviens, on va parler d'un ami qu'on a en commun, de Franck Dubosc, qui pleure dans Camping. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ses pleurs, mais il se trouve qu'il pleure comme ça dans la réalité. C'est incroyable. Et donc, de temps en temps, en fait, on ne fait pas du documentaire. On fait passer quelque chose auprès du spectateur, et chacun construit son personnage comme il veut. Donc, encore une fois, je respecte à la fois le choix d'Alex et de José par rapport à la manière de fabriquer leur personnage. En fait, c'est ça qui est complexe au cinéma, c'est que si on est proche de la réalité, quelquefois, ça devient extrême. Et vous n'acceptez pas. Si je devais être le vrai Jean-Louis, moi, dans la vie, de ce qu'on m'a dit, parce que moi, je voulais pas du tout tomber dans quelque chose. J'ai l'habitude du handicap. Je suis dans une association où je vois toutes les pathologies d'enfants. Ça fait des années que je travaille avec le handicap, et que je vis avec plein de gens qui sont touchés de près ou de loin par plein de choses différentes. Il y a deux choses. Soit vous êtes vraiment dans un biopic, et à ce moment-là, vous êtes vraiment en train de parler que du handicap et de ce que vit une personne. Et à ce moment-là, vous travaillez avec lui, vous voyez les comportements, vous voyez un peu comment tout ça se passe. Ou alors, vous décidez d'être comme dans le film. Dans le film, en fait, à aucun moment, ce qui est très beau d'ailleurs, et c'est ce que j'adore dans le film, c'est qu'on est dans une histoire vraie. Et Barbara, dans la vraie vie, elle m'a dit tout de suite, c'est pour ça que j'ai pas voulu rencontrer Jean-Louis, je voulais pas avoir une image qui soit
un peu dégradée par rapport à ce qu'elle me disait. Je préférais avoir cette image qui était belle parce que c'était son image qui était importante là-dedans. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'elle dit, moi, mon mec, je veux le garder comme il a été. Et c'est un très beau mec. Et je veux qu'il garde de sa sublime. Je vois à aucun moment le considérer comme quelqu'un de handicapé ou d'abîmé. Je vais le garder au maximum beau. Donc elle fait super attention à ce qu'il mange. Elle fait super attention à la manière dont il est habillé pour qu'il soit toujours élégant et toujours placé au milieu des amis. Et je crois que ça fait partie, si vous voulez, du fait de ne jamais abandonner. Je crois que le pire, c'est la condescendance, comme peut avoir Anne Giroir, où elle dit je pense que si j'étais avec une femme comme... Compassion excessive. Compassion excessive, voilà. Ouais. Mais voilà, si j'étais avec peut-être une femme comme Anne Giroir, qui aurait pas du tout eu la même attaque, enfin Anne Giroir comme le personnage de... Voilà. Elle m'aurait peut-être tout de suite dit attention, bouge pas, machin, mais tu veux manger mon chéri, ah bah c'est normal, t'as eu un accident, et bam, ouais. Et tout d'un coup, hop, il se transformait en quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, vraiment, on aurait quelque chose de pathétique. Et ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'elle renonce pas. Il a eu un accident, ok, il y a eu des problèmes, mais il va rester aussi beau et aussi séduisant parce que c'est le regard aussi sur son handicap qui va être important. C'est-à-dire que si on considère tout de suite comme quelqu'un d'impotent ou qui n'est pas capable, il ne peut pas faire de boogie-board, il ne peut pas être avec ses amis, ses enfants jouent plus avec lui, il est mis au rang de la société, il est écarté. Et or, le handicap, et c'est très important de dire ça, il ne doit pas y avoir de compassion. On doit simplement faire le travail nécessaire pour faire que tous les gens qui ont un handicap soient intégrés dans la vie. C'est très important. Et c'est ce regard-là, je pense, qui est très fort et qui sort de ce film, parce que à partir du moment où vous êtes avec un garçon trisomique ou n'importe quoi, si vous allez faire des activités, il va se sentir 10 fois mieux. Un autiste, si vous travaillez avec lui de manière moteur, il va tout à fait se transformer. Il va aller dans un champ, travailler, il va avoir une vraie fonction. Et nous sommes tous de la même manière. Si on a un but, moi j'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelait l'Oiseau-Mouche, je suis allé répéter avec eux, ils avaient tous un but parce qu'ils jouaient au théâtre le soir. Et ça les portait au nu. Ils étaient extraordinaires, ils ne sentaient plus leur handicap puisque tout d'un coup ils avaient l'importance d'un acteur et ils allaient jouer. Donc c'est très important ça. Merci. Louis. Oui, Louis. Il est là. Bonjour à vous trois. Du coup, ma question serait pour vous, les deux acteurs. Et c'était pour savoir, comme je pense que vous êtes pas mal sollicités pour plusieurs rôles, c'était de savoir comment vous acceptez, pourquoi vous acceptez ou non tel rôle, et plus particulièrement pour ce film, qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour incarner ces deux personnages. Alors moi déjà, parce que évidemment, je connais Eric depuis un petit moment et je trouve que c'est un réalisateur qui écrit très bien pour les femmes, donc c'est, pour moi en tant que comédienne, c'est génial. Qui en plus m'a proposé à chaque fois des rôles très différents entre Retour chez ma mère, L'embarras du choix et celui-ci. Après, évidemment, quand on lit un scénario, alors moi je regarde pas forcément mon personnage d'abord, je regarde d'abord l'ensemble de l'histoire, si j'ai envie de raconter cette histoire, si elle me touche ou pas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ce qui est dans l'écriture d'Éric, c'est que je trouve c'est la vie. C'est-à-dire on retrouve la famille, on retrouve les amis, on retrouve les jalousies, les petits, j'allais dire les petits coups de poignard dans le dos. Enfin, voilà, on retrouve. C'est vrai que là, pour avoir fait un peu la tournée province, il y a pas mal de gens qui nous ont dit on a l'impression d'être avec vous. Mais je pense aussi que c'est tout simplement parce qu'on se retrouve complètement dans tout ce qui se passe. Et puis moi j'ai beaucoup aimé aussi, après, une fois que j'ai lu le scénario, j'avais très envie de raconter cette histoire-là. Parce que j'ai trouvé ça... Parce qu'en plus, j'aime beaucoup, moi, ce genre de comédie avec un fond dramatique. C'est là où je trouve que les comédies sont les plus fortes. Avec un fond dramatique et que là-dessus, on rajoute de la comédie, je trouve que c'est... Parce que moi, parfois, quand c'est des choses trop dramatiques, ça me culpabilise. J'ai l'impression que tout ça, c'est de ma faute. Alors que je trouve que dans la comédie, c'est ça que j'adore, ces espèces d'ascenseurs émotionnels, comme c'est dans la vie, d'ailleurs. On rit, on pleure. Et ce que j'aime beaucoup dans ce scénario-là. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi construire ce personnage-là, que je trouvais très intéressant. Donc, le personnage de Béatrice. C'est que c'est évidemment une femme qui porte toute une famille, qui est ce qu'on appelle un peu une mère courage, mais qui est à la fois une maman, qui est aussi une infirmière. Et ce que je trouve extraordinaire chez cette femme-là, surtout pour moi, sa force, c'est qu'elle ne s'oublie pas. C'est qu'elle se dit qu'il faut qu'elle soit heureuse pour que tout le monde soit heureux. Et donc elle a un compagnon effectivement dans sa vie qu'elle essaye de présenter à ses amis et à sa famille et surtout à ses enfants, parce que le plus difficile est son adolescente.
qui forcément est très proche de son père, et c'est toujours un peu injuste dans la vie, mais quand on aime quelqu'un très très fort, bah, parfois c'est lui qu'on lui fait payer. On lui fait payer en tout cas. Donc elle est un peu dure avec sa mère alors qu'elle est très proche avec son père, mais bon. Et je me suis dit, voilà, j'ai aimé construire cette femme-là qui n'est pas juste une mère et une infirmière. Je me dis quelle intelligence et quelle force de penser à elle et de se dire, il faut que je sois heureuse pour que je puisse porter toute cette famille-là. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Et puis aussi parce que c'est vrai qu'avec Eric, c'est un bonheur parce qu'on se connaît bien et qu'on gagne un temps fou. Je sais pas, on a la même façon peut-être de travailler, on se comprend très vite et les choses vont... c'est très facile. Voilà. Donc voilà pour toutes ces raisons. Et puis ravi aussi de travailler avec José, comme ça je vais faire le lien. Mais c'est vrai que José, c'était quelqu'un que, évidemment, je connaissais son travail et que vraiment j'étais très heureuse quand Eric m'a dit que ça serait José qui serait dans ce casting-là. Et en plus, j'étais d'autant plus admirative d'accepter un rôle comme ça, parce que comme il vous l'a expliqué, c'est des rôles qui sont extrêmement difficiles. C'est des rôles qui ont presque comme une responsabilité un peu sur les épaules. Et donc j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà. Puis après, avec tous mes camarades. Mais c'est vrai que j'étais très contente qu'on puisse former un couple avec José. Non, mais c'est pas facile de former un couple, marche, en tout cas. Surtout en comédie. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, quelquefois, on se retrouve avec des actrices qui n'ont pas le même moteur que Alex. Et en fait, Alex, ce qui est formidable, c'est que moi, je savais qu'à partir du moment... moi aussi, j'étais super heureux de rencontrer Alex et de former ce couple, parce que je savais que moi, comme j'allais être dans une énergie différente et que j'allais être dans ses mains, d'une certaine manière, pour qu'elle me déplace, pour qu'elle me bouge et tout, il fallait quelqu'un qui ait une attaque, qui ait une vraie énergie, qui ait le sens du quotidien, et qu'elle prenne les choses à bras-le-corps. Et je savais qu'Alex, elle avait une énergie de dingue, elle avait une attaque en comédie extraordinaire. La jubilation, par exemple, c'est la scène où on est, vous savez, où je dis qu'elle ma femme et tout, c'est qu'on a fait cette scène, je crois qu'on a fait 2 prises et tout, mais parce qu'il y avait une attaque et tout, et elle me prend, elle me met, elle m'assoit, c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup d'actrices qui n'ont pas ce tempérament. Et je trouve que c'est... d'abord, elle est belle, et quelquefois, les actrices qui ont... Voilà. Non, mais c'est vrai que quelquefois, les actrices de comédie se masculinisent pour avoir une espèce d'humour, vous voyez, impactant. Et Alex, elle a cette énergie en elle. Elle est latine. Dans son énergie, ça j'adore ça, parce que on est relax quand on joue dans la comédie, parce que si elle vous engueule, vous avez juste qu'à faire un regard de chien battu et c'est un bonheur, quoi. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à faire un joli couple de cinéma. Merci. Donc voilà, non, parce que c'est très agréable et c'est très rare. Donc voilà, et alors pour le choix, bah écoutez, d'abord c'est une histoire vraie, et cette histoire vraie, elle permet de raconter beaucoup de choses qui sont réelles. Je pense que si cette histoire avait été écrite en comédie, on serait tombé dans plein de petits détails, on n'aurait sans doute pas mis l'amant. Et moi, je trouve que c'est la vie de se retrouver avec ces acceptations, parce qu'on est dans un cas extraordinaire. Et ces cas extraordinaires, mais d'abord, il faut vivre. Et il faut être capable d'être une battante. La vraie Barbara, dans la vie, elle a 5 enfants. Vous vous rendez compte ? Elle fait du sport, elle fait des centaines de trucs, elle s'occupe de son mari. C'est une vraie battante. Donc si elle est toute seule pour essayer de tenir ça, c'est impossible. Il faut que ça soit une femme, et d'ailleurs elle est belle, elle se tient, et je trouve que c'est formidable de nos jours, parce que la position de victime est une position finalement très facile à tenir dans un film. Ah, j'ai eu des emmerdes, ah, j'ai ci, ah, je vais avoir ce truc-là, et vous pouvez trouver tout le temps des choses pour vous dédouaner d'affronter la vie. Et je trouve que cette histoire vraie, elle donne une vraie leçon de vie. Parce que, franchement, je ne sais pas si moi j'aurais le courage de faire ce que fait cette Barbara dans la vraie vie. Je trouve que c'est un rôle magnifique pour Alexandra. Je trouve que le thème qu'a choisi Eric, d'avoir ce livre qui fait que les gens, on voit tous les jours, on fait des selfies, on fait des machins, on est extrêmement égocentré. Et vous voyez bien que quand cette femme écrit un bouquin pour raconter ce qui lui est arrivé, tout le monde regarde la petite ligne en disant « Filez ma recette de pâte à crêpes ». Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans les amis, c'est ce qui se passe dans la famille. Vous arrivez, vous faites tout bien, et puis tout d'un coup, vous êtes arrivé, vous dites « Bah écoute, tu m'as mal placé à la table, je ne pourrais pas être à côté de tante machin ». Et c'est tout ce qui restera du dîner. Et c'est quelque chose d'extrêmement commun. C'est le lien entre nous, et ce qui nous rapproche, et la manière dont on se comporte tout au long de la vie. Et je trouve que c'est formidable, parce que là, il y a plein de thèmes qui sont abordés, et c'est grâce au fait que ce soit une histoire vraie qu'on peut les aborder de cette manière-là. Parce que comme ça, on ne se dit pas « Ah bah tiens, vous avez écrit cette histoire, c'est pas un peu dur de mettre un amant à Alexandra, c'est pas un peu dur de trouver que ce mec-là, quand même, il fait plein d'activités, machin ». Ben oui, mais c'est ça. Donc voilà. Françoise a une question qui peut prolonger la question 8. Françoise, c'est vous à nouveau, qui s'adresse en fait à tout le monde.
Hein, pas Oui, en seulement fait, Alexandra. c'est par rapport au personnage, j'avais posé au début par rapport au personnage d'Alexandra, mais aussi au vôtre, José, parce que suite à le fait de remplir son personnage de mère courage, elle fait face au handicap de son mari, puis ensuite au désaccord avec ses amis par rapport au livre. Et donc, est-ce que les relations amicales sont en fait plus compliquées que les relations familiales? J'allais dire parce que c'est un peu la même chose, j'allais dire parce que avec les années, pardon, avec les années d'amitié, ça devient presque familial en fait. Donc on a des, ouais, on a forcément des choses quand ça fait 25 ans qu'on connaît qu'on connaît quelqu'un. Effectivement, d'un coup, on retrouve un peu les mêmes. Donc c'est assez proche. Après, là, ce que je trouve assez drôle aussi dans le film, c'est que de ce week-end-là, donc cette femme, donc Béatrice, qui sort ce livre, d'un coup, elle redevient encore le centre, et que pour les autres, ça devient bon, elle commence un peu à nous ennuyer avec ses problèmes, ses trucs. Il y en a que pour elle. Alors cette mère courage, et d'un coup, c'est assez violent, c'est-à-dire une espèce de jalousie du malheur. Et c'est terrible, mais qu'on peut retrouver partout. C'est-à-dire que, comme elle, finalement, il leur arrive pas grand-chose et que personne leur dit bravo, toi aussi, t'es formidable. Elle se dit, ah ben voilà, bah évidemment, elle, c'est facile. Avec ce côté mère courage, et elles disent des choses absolument atroces, comme ces histoires d'assurance. Comme d'un coup, bah c'est facile pour toi, t'as un mari à handicapé. Alors évidemment, c'est génial. Ouais, c'est très bizarre de dire des choses comme ça. C'est absolument dingue de dire des choses comme ça. Mais c'est très humain. Et c'est terrible. Mais c'est vrai, c'est pour ça aussi que on rit, mais en même temps, c'est d'une cruauté, c'est absolument horrible. Même si après, bon, sans rentrer dans le film, évidemment, tout le monde s'en veut un peu, mais quand même, c'est là. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien réussi, parce que finalement, comme disait José, enfin, pour pas répéter, mais finalement, de l'histoire de tout ça, ils vont juste aller chercher des petits trucs d'égo, d'autocentrisme à eux. C'est toujours comme ça qu'on s'engueule en famille ou entre amis. C'est toujours sur des points de détail. Même dans le couple, c'est comme ça qu'on s'engueule. C'est toujours, t'as pas mis la serviette où il fallait hier. Ça commence toujours comme ça. Jamais par ah super, dis donc, t'as été génial l'autre jour. Ça. Non, je sais. Il va falloir qu'on rentre à la maison à un moment ou à un autre. non, mais c'est vrai. Et vrai. Peut-être qu'elle aussi, parce que c'est une femme aussi, je pense, comme qui deviennent de plus en plus dures et qui peut-être n'a pas dit merci aussi à ses amis. Ce qui est aussi possible, parce que comme c'est des gens qui vivent... moi c'est pareil, je m'occupe d'une association et j'avais fait un documentaire sur ces femmes justement qui s'occupent de leurs enfants qui ont des maladies orphelines ou des maladies extrêmement graves. C'est des gens même parfois après qui se le reprochent eux-mêmes, qui sont un peu durs. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus du tout les problèmes des autres. Parce que eux, ils ont des énormes problèmes. Et que c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai, moi, Géraldine, voilà, je raconte l'histoire, elle me disait, je m'en suis voulu après, parce que je me suis rendu compte que on ne m'invitait plus. Bon, évidemment, parce que j'avais une situation qui était très difficile, mais c'est surtout que dès que j'avais une copine qui me disait, oh là là, j'ai mon fils, il est enrhumé, là. Oui, bon, ça va, tu vas pas... Et elle me dit, mais en fait, c'était horrible, parce que je me rendais compte que tout ça, je ne disais pas merci non plus vraiment à mes amis qui ont été là, etc. Parce que finalement, moi aussi, je n'étais que dans ce drame-là. Mais c'est compliqué, évidemment. Personne n'a de solution. Mais parce qu'elle est dure aussi, Béatrice, forcément. Elle s'est forgée quelque chose parce qu'elle doit avancer. Et même par rapport à sa belle-sœur, qui finalement, elle n'a peut-être pas vu que sa belle-sœur, elle a pas envie de voir son frère comme ça. Et ça, on ne peut pas non plus lui en vouloir. C'est difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, tout n'est pas si facile, tout n'est pas si blanc ou noir. C'est très compliqué. Peut-être qu'elle aussi, elle aurait dû dire, évidemment c'est toujours un peu difficile parce que je ne veux pas dévoiler le film, mais peut-être dire un peu plus merci à ses amis d'avoir été là. Mais elle était aussi dans un tourbillon dramatique terrible. Donc voilà, mais c'est tout ça que je trouve qui est très juste dans le film d'Éric. C'est effectivement tout ce qu'on voit, quoi. C'est cruel, c'est drôle, mais c'est la vie. Les aidants ont besoin d'être aidés. Exactement. Mais bien sûr, mais c'est surtout les aidants, c'est qu'on oublie tout le temps. C'est comme les gens qui font les photos. Ouais. Moi, à chaque fois, j'oublie, on fait des photos à plusieurs, et puis la pauvre personne est toute seule qui se dit, bon, tant pis, et j'ai à chaque fois, mais venez. Et puis la personne n'ose pas, parce que c'est la plus gentille. C'est ces gens-là qu'il faut mettre dans des écrins. Ouais. Lionel, la question 11, et après Ghislaine. Ouais. Bonjour, c'est pour le réalisateur. Je voudrais savoir, quand vous écrivez votre scénario, avez-vous un acteur ou une actrice en tête, ou vous attendiez le casting après l'histoire? Oui, moi, je suis sa muse. Enfin, en fait, on essaye de... Le scénario, là,
que je développais avec mon petit frère, on essaie de travailler énormément les personnages. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand vous voyez tous les personnages qu'il y a, je pourrais vous dire quelles études ils ont fait, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont eu des maladies, parce qu'il faut que les personnages... J'ai toujours été marqué par... il y avait un reportage sur Claude Sautet, loin de moi de me comparer à Claude Sautet, vous imaginez, mais il y avait... c'était sur Vincent François Paul et les autres, ils travaillaient avec Jean-Loup Dabadi, et ils avaient au mur tout... Vincent, François, mais tout le CV complet de chacun des personnages. Évidemment qu'on ne s'en sert pas, mais quelque part, ce sont des ombres portées qu'on garde. Donc on a besoin de savoir qui ils sont. Alors donc moi, on travaille à fond les personnages, d'autant plus que je m'aperçois en écriture que quand les personnages sont bien travaillés, ils vous guident dans l'histoire. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des petits rebondissements, des choses. Et donc ça c'est fondamental. De casser aussi des choses. Quand à la fin, José prend dans ses bras sa sœur qu'il n'a pas vue et il y a un moment, je me dis, je vais pas mettre que de l'émotion. Donc ce petit j'ai faim qui nous permet de passer à autre chose, mais parce que le personnage est construit comme ça. Donc en fait, c'est construire les personnages. Et ensuite, bien évidemment, moi j'ai des acteurs que j'aime, et José et Alex en font partie. Et c'est ensuite à eux de rentrer dans le personnage. Je ne vais pas modifier le personnage en me disant, tiens, je dois l'écrire pour telle ou telle comédienne. C'est extrêmement rare. Ça arrive, là on prépare la suite de Retour chez ma mère. C'est sûr que là j'ai la chance d'avoir déjà tout mon casting. Donc c'est quelque part plus facile. Quand je dialogue pour Josiane Balasco, je connais un peu son caractère, ce qu'elle était dans Retour chez ma mère. Je gagne un peu de temps. Mais vous avez déjà sa voix dans l'oreille. Oui, Josiane, oui, ses attitudes, tout. Voilà, mais voilà, je pense pas du tout c'est après que je fais mon casting. Ok. Ghislaine ou Guylaine, je sais pas. D'ailleurs, même c'est mieux parce que si jamais tu penses à quelqu'un et que finalement ça se fait pas, ça serait terrifiant. Non, et puis souvent c'est erroné. Moi j'ai toujours peur quand on me dit tiens j'ai écrit quelque chose pour toi. Je me dis merde. En fait c'est l'idée qu'il aimerait de ce qu'il voit en représentation. Mais moi ce que j'ai envie, évidemment si je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire une deuxième fois. Et c'est un des gros problèmes, c'est que souvent les gens aiment bien. Je sais que Poulvord, enfin pas mal de gens, à chaque fois on leur dit ah tiens je t'ai écrit un truc super. Non, c'est qu'ils veulent Poulvord en tant que personnage tel qu'il est dans la vie. Et c'est vrai qu'il n'a pas envie de ça. Il a envie de servir une histoire et servir des personnages qu'il n'a pas l'habitude de faire. Bonjour. Et puis encore toutes mes félicitations pour le film. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Donc ma question peut concerner tous les deux, ou tout même tous les trois. Est-il facile de conserver son sérieux en tournant un film avec un sujet aussi difficile à aborder ? Bizarrement, moi je trouve qu'il y a c'est assez bizarre, mais je trouve que parfois on se marre plus dans les drames que dans les comédies. Parce que la comédie, c'est-à-dire que ça n'admet aucune faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut que tout... C'est pour ça qu'on est quand même... À chaque fois, on nous pose la question, est-ce que vous vous êtes amusés quand on est tous ensemble, par exemple, au dîner ? Mais en fait, on ne peut pas. Parce que d'abord, sinon, on perdrait un temps fou. On se perdrait dans nos personnages. D'ailleurs, même José, en plus, avec son personnage qui est très difficile, c'est pour ça qu'il a besoin de se concentrer. Et d'ailleurs, nous aussi, il nous a imposé son personnage, et ce qui fait qu'on a pu travailler ensemble. Donc, bizarrement, dans la comédie, on est quand même assez concentré. Après, on peut s'amuser le soir, etc. Mais c'est vrai que... Alors que le drame, parfois, on peut avoir des crises de fou rire, mais parce que justement, on est dans le drame et qu'on a besoin d'évacuer. Ce qui est assez bizarre. Mais... Voilà, après, il faut quand même rester concentré quand même. Après, effectivement, on a... Alors, José, lui, c'était très différent. Comme il vous disait, il était resté quand même un peu de son côté. C'est normal parce qu'il a quand même un personnage qui était très, très difficile à faire. Mais nous, par exemple, avec les filles, c'est vrai qu'on s'est très, très bien entendus. Mais ça nous a, l'air de rien, ça nous a aidé aussi, le soir, avec les filles, d'aller boire des coups, etc. Parce que, et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand on tourne en province, c'est qu'on reste toujours dans le film. Et du coup, le soir, on avait, notamment avec Olivia Cotte, on avait une ou deux scènes comme ça où on savait pas trop, et du coup, d'en parler le soir, de rigoler ensemble, on recréait une amitié, et c'était même parfois plus facile, ça nous aidait pour le film. Mais voilà, ça restait quand même toujours dans le... Voilà, on est quand même sérieux, bizarrement. Le rire est sérieux, comme disait Bergson. Donc, mais ouais, bizarrement, c'est presque l'inverse, j'allais dire. En fait, souvent, quand vous voyez des émissions où les acteurs sont en train de rire entre eux et tout ça, c'est une manière de créer du lien. Ouais. Si on a besoin de boire des coups, de se détendre et tout ça, pour qu'on n'ait plus peur les uns des autres. C'est vraiment hyper important. C'est comme quand on est avec des gens qu'on connaît pas, et puis tout d'un coup, vous dites, bon, bah, on va parler, machin, et vous apprenez à vous connaître dans cette discussion. Dans un dîner, c'est complètement différent entre le moment si vous êtes bien entendu avec quelqu'un et tout, ou vous n'avez pas dîné. Donc c'est très difficile de faire copain de 20 ans
Et vous venez de vous retrouver, voilà. Ouais. Pareil pour le rapport qu'on doit avoir en couple, par exemple, d'arriver avec des habitudes, avec des choses. Il faut déjà être tout de suite dans une capacité d'être une bonne patte, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que, mais à partir du moment où on est aussi nombreux sur le film, parce que vraiment, Eric était comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on arrivait et il faut que tout le monde soit à l'écoute. Les scènes où vous voyez où on est à peu près 5, 6 ou 7 ou 10, c'est très compliqué à mettre en place. Parce que chacun doit exister et chacun doit être extrêmement à l'écoute de ce qui va se passer. Parce que vous faites une action et vous dites tout de suite une phrase qui doit arriver. Donc c'est les scènes où on sort de là presque... tendu, quoi, épuisé en fin de journée, parce que ce sont des scènes très difficiles, parce que on doit faire comme si vous preniez la parole en plein milieu, voilà, d'une conversation, et donc faut entendre ce que tout le monde dit, et quelquefois vous entendez pas la personne qui est au bout. Donc quand on est en plus en extérieur, comme on était à Pays-Bas, c'est toujours pareil. Vous savez, un tournage, ça me fait rire, tu sais, quand on voit des gens qui ont des blogs de cinéma et qui viennent te parler de cinéma. Et les gens n'ont jamais participé à un tournage, même une journée, donc ça me fait toujours marrer parce qu'ils ne se rendent pas compte des soucis et des contraintes que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y a un chien qui aboie dans le coin d'à côté pendant que vous parlez, c'est l'enfer. Il suffit qu'il y ait un réveil qui soit quelque part dans la pièce d'à côté, vous voyez le preneur de son qui se balade comme un dingue, parce qu'en fait, il entend le réveil et ça va s'entendre. Pendant qu'on parle, on va entendre un réveil. Donc en plus, c'est pire, c'est même pire que ça, parce que si jamais on fait une scène tous les deux, la caméra, elle va être sur José, ça se trouve, on entend le chien, parce que lui, ça va être toute sur lui, voilà. Et dès qu'on est sur moi, il n'y a le plus. Voilà. Alors ça, c'est ou une tondeuse. Je veux dire, c'est juste pour expliquer un peu, mais c'est super compliqué du coup, parce qu'on peut pas monter le plan. Parce et vous entendez un bruit de tondeuse dans le fond. Voilà. Il va parler, il va y avoir un chien, et à chaque fois que je vais parler, moi j'ai un silence total. Donc voilà, il peut y avoir du vent, il peut y avoir la pluie qui commence à se lever, et puis tout ça, c'est toute une série de contraintes qui arrivent, que le groupe électrogène va être à 250 mètres, donc dès le matin, en fait, un metteur en scène, c'est un capitaine de bateau qui doit régler 50 milliards de choses jusqu'au soir. Et après, quand il y a les acteurs qui arrivent, il faut les tenir, parce que on est tous des natures, tout le monde doit arriver, il faut que tout le monde, évidemment, là, évidemment, c'était pas le cas, parce qu'on avait que des acteurs super disciplinés et très bons, et qui arrivaient avec une vraie conscience d'apprendre leur texte et tout, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui, le soir, ça va pas, parce que c'est aussi ça. C'est la vie d'un tournage, c'est qu'on est une famille, on est 100. Et dans ces 100-là, pendant 3 mois, il peut se passer des milliards de trucs. Quelqu'un peut perdre son père, sa mère, avoir eu des problèmes de divorce, de machin, et ça se ressent. Vous vous rendez compte que telle ou telle personne a des soucis, donc on vit comme une famille, et puis après, on se défait aussi comme une famille. Ouais, c'est une grande famille. Oui. Aurélien. Il est où, Aurélien ? Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, quel a été le moment le plus drôle dans le film à tourner, ou une petite anecdote Des anecdotes de tournage, Eric. Voilà. Il s'est coincé la braguette une fois. Non. Non, le truc le plus dur à tourner, c'est le plus drôle. C'est le saut à l'élastique, c'était compliqué. Vous avez vu la séquence, parce qu'en fait, il fallait que d'abord la personne qui fait du saut, j'ai appris qu'il pouvait pas en faire plus de 5 par jour, parce qu'après c'est pas bon pour le foie, pour rien. Et donc ça, c'était un petit peu compliqué à régler. Il fallait qu'on ait quand José lui dit attends, il fallait qu'on ait vraiment sa tête, et je voulais pas faire de trucage, de ralentir l'image, tout, parce qu'on fait pas un film gag, quoi. Et heureusement, ça a bien passé. Sinon, voilà, on a... Bizarrement, c'est assez sérieux. Donc en fait, on s'amuse beaucoup en dehors du tournage, mais sur le tournage à proprement parler, c'est gai. Parce que, comme tout le monde travaille bien, c'est gai, mais on s'amuse pas tant que ça. Donc, puis, des séquences drôles, quand vous les avez tournées, c'est comme une histoire drôle, si vous la racontez 5 fois, et nous, on va la raconter 10 fois, 20 fois. Donc, il y a un moment, on essaie juste... la difficulté, c'est de continuer à avoir le bon rythme, à être dans la même teneur, à être dans un raccord d'humeur permanent. Donc, voilà. Donc, c'est très triste, en fait, un tournage. Non, c'est pas triste. Ce qu'il y a, c'est que quand vous voyez un tournage, en fait, vous comprenez pas très bien ce qui se passe. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Il y en a pas un qui en fout. Mais en fait, il y a une personne ou 2 ou 3 personnes qui sont en train de travailler pour faire quelque chose, et les autres sont en train de penser à comment ils vont faire les choses. Donc quelquevois, vous nous voyez, on est assis comme ça, les gens vous parlent, mais vous restez concentrés, parce que vous êtes sur le qui-vive, à savoir comment, parce que vous ne savez pas comment vous allez réussir à faire la scène, comment vous allez vous installer. Le metteur en scène, lui, il est en train de regarder et de composer une image, et nous, on est en train de se dire comment on va s'installer dans cette image, qu'est-ce qu'on va trouver, quelle va être l'attitude qu'on va avoir, comment on va pouvoir se réinventer dans ce passage. Si on est un peu bloqué, on va pouvoir refaire tout le temps la même chose. Donc tout le monde est concentré, en fait, sur ce qu'on doit faire. Donc c'est
bon, même si on n'a pas l'air très intellectuel, c'est un travail très intellectuel et instinctif. Ouais, c'est des bonnes journées, oui. Et après... Hein? Eh ben, je vais vous faire... Ah oui, là, je comprends mieux. Ok, vous êtes 4 parmi les lecteurs à pas avoir pu encore poser de questions, donc je vous propose Mélanie, Élise, Michel, Mélissa... de faire une question commune. Non, celui qui a une question, on va essayer de répondre de manière brève. C'est même pas une question, c'est juste parce que je crois que je suis la seule à pas avoir vu le film, parce que j'ai pas pu me déplacer hier. Et je trouve qu'en vous écoutant, non seulement j'ai très envie d'aller voir ce film, parce qu'il est d'une part, de par le réalisateur, très humain, et ça me touche beaucoup dans le sens où on parle de non seulement l'humanité avec un grand H, mais avec un événement de vie qui est dramatique, oui, mais qui est relevé d'une manière qui paraît, comment dire, originale. Originale. Et pour avoir travaillé dans le handicap et pour travailler auprès de gens touchés par différentes façons, je trouve que c'est très très intéressant. Voilà. Je voulais vous dire merci et je voulais vous dire bravo. Merci, merci. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, vous en parlez vachement. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on vous ait donné envie en tout cas. Mais merci. C'est ça qui est important aussi. En fait, vous savez, le mot extraordinaire, moi j'adore parce que j'ai une association qui s'appelle Rêve de Gosse et on parle des enfants ordinaires qui viennent voir les enfants extraordinaires. Et je trouve que ce mot extraordinaire s'adapte très très bien au handicap. On est... mais oui, on est dans un monde fantasmagorique extraordinaire et moi par exemple dans les non-voyants, je suis arrivé dans un monde de sensualité, absolument dément, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me faisait peur et redécouvrir d'autres sensations et tout, on se rend compte que c'est un monde de perception qui est d'une sensualité démente. Vous avez possibilité de vous rendre compte de ce qu'est d'être aveugle. Ah bon? Il y a un parcours où on devient non-voyant. Ah ouais. Vous savez, moi, je le fais presque tous les samedis soirs quand je bois un coup. Je reviens. Je fais à peu près le même parcours pour entrer dans le dressing sans faire de bruit et me glisser dans les draps comme un papier de fax. C'est très difficile. C'est un monde extraordinaire, mais qui peut être assez tumultueux. Question suivante. C'est qui? Michel ou Mélissa? Non? Je sais pas. Ah, Mélissa. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Moi, j'ai une question pour Alexandra. Quels sont les rôles que vous avez préféré incarner dans votre carrière? Quel genre de rôle on peut dire, si vous voulez pas citer un titre en particulier? Non, mais là, je trouve que dernièrement, parce que, alors peut-être aussi parce que maintenant j'ai plus de choix, j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait entre même Tout le monde debout. Voilà que j'ai beaucoup aimé travailler ce rôle-là, puis même le film. J'avais fait un téléfilm aussi qui s'appelait Après moi le bonheur. Qui était assez fort, que j'ai beaucoup aimé. Dernièrement le Poulain aussi, parce que là je faisais un truc un peu différent, j'étais un peu plus méchante. Et c'est des rôles qu'on me donne rarement. Et ça m'intéresse vraiment à travailler. J'aimerais bien casser un peu, parce que j'ai fait des rôles très différents, mais quelque part pas qui se ressemblent, mais que ce soit dans la comédie ou dans le drame, c'est des personnages, j'allais dire un peu entre guillemets des héroïnes, et j'aimerais bien justement casser un peu ça et aller dans des personnages un petit peu plus troubles. Alors méchante, ça veut rien dire, mais voilà, un petit peu plus, ouais, exactement. Ça m'amuserait. Mais là dernièrement, je trouve que dans mes choix, en tout cas, c'était, je sais pas comment les spectateurs l'ont pris, mais moi, en tout cas, j'étais contente des choix que j'ai eus, mais encore une fois, c'est une chance d'avoir des choix. Hein. Ouais. Non, complètement. Non. Michel, justement, vous pouvez prolonger. Bonjour à vous trois. Bon, je sors maintenant du film, parce qu'on a bien parlé, mais je voudrais m'adresser à vous, Monsieur Garcia, José Garcia, pour vous rendre un grand merci, en majuscule, pour les émissions que vous nous avez faites avec Antoine Decaune, où vous nous avez... J'étais prostitué, monsieur. Dénonce ton porc, MeToo, ça y est, je vais le dénoncer cette fois. Et je peux vous dire qu'il va prendre à perpète, parce que pendant 7 ans, il m'a prostitué, il a fait de moi ce qu'il voulait, j'étais sa chose, et il continue encore à avoir... Nous avons connu de grands moments, et qui resteront gravés dans notre mémoire, et c'est super. Tant mieux, tant mieux. C'est important. Il y a
Il y a longtemps que vous n'avez pas donné son 06 en direct. Non, c'est fini. Je travaille sur d'autres choses maintenant. On fait les enterrements, des choses un petit peu plus délicates. Oui, j'ai vu ça. Plus fines. Et alors, vous avez une question pour Alexandra aussi. Oui, mais c'est intéressant quand même. Bon, Alexandra, est-ce qu'on vous appelle encore dans la rue Chouchou? Chouchou. Ah, mais Chouchou, en fait, c'est moi qui l'ai amené Chouchou et Loulou, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait petite. Et donc, c'est pour ça que je vois qu'on me pose la question, mais en fait, c'est moi qui ai amené ça, parce que quand on a démarré le premier jour de tournage avec Jean, j'avais dit en général, les couples, ils ont toujours un peu des petits noms. À la con. Un petit peu couillons, pas très avouable. Et donc, j'ai dit, moi, on m'appelle Chouchou. Et ma mère, elle appelle mon père Loulou. J'ai dit, ça peut être marrant, Chouchou, Loulou. Donc en fait, oui, parce qu'on m'appelle tout. Enfin, mon père, il m'appelle encore Chouchou. Hein, et c'est pas du tout par rapport à l'émission, c'est que j'étais comme ça depuis toute petite. Mais je crois que ça venait. Il me semble que ça venait d'un porte-clés. C'est ma mère qui m'a raconté ça parce que c'était un porte-clés, que c'était une petite fille. Une toute petite fille, mais qui était une mode à l'époque, je crois, dans les années 70. C'était une espèce de petite poupée qu'on appelait Chouchou et qui s'accrochait souvent pour des porte-clés. Donc voilà. Je crois que ça vient de là. Toi qui parles souvent de Romy Schneider, en fait, elle, depuis qu'elle a fait Sissi l'impératrice, on l'appelait Sissi, donc toi c'est Chouchou. Moi, je pense que la carrière est en train de se mettre en place. Je crois que. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'un personnage aussi fort que celui-là, est-ce que c'est pas au bout d'un moment une étiquette un peu... Honnêtement, quand on me dit ça, je me dis, mais moi, ce qui serait terrible, c'est le jour où on ne m'en parlera plus. Ça voudrait dire que ça y est. Non, mais c'est très bizarre de dire ça, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, on va encore nous parler de Chouchou Loulou, mais en même temps, le jour où on nous en parle plus, ben voilà, c'est fini. Donc, mais exactement. Et puis, de toute façon, je veux dire, chaque acteur est reconnu par quelque chose. Plus ou moins facile à porter. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'imagine. Moi, j'avais rencontré De Niro, mais De Niro, Cadmerade, par exemple, c'est Bilout. C'est plus dur à porter. C'est un grand succès, mais c'est vrai qu'au quotidien, je me dis à chaque fois, Bilout, c'est pas facile. Non, mais en même temps, moi, on me crie dessus. Serge, j'invite ta mère. Je dis, il y a des moments, j'ai des voilà, il y a des trucs comme ça. C'est vrai qu'on les porte pas aussi facilement. Non, mais c'est vrai, mais c'était pas l'ascenseur aussi. Pardon ? Bien sûr, exactement. Mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, bon voilà, par la porte à laquelle on arrive, voilà. Ça vous emmènera jusqu'au bout. Oui. Mais de toute façon, on est d'ailleurs, toujours. Il n'y aura que ça. Vous avez bien vu le début de la chronologie. Voilà. On finira en poussin. Ah bah voilà, c'est pas loin, on est pas loin. Ça, c'est pas bien de cafeter quand même. Il vous a rien fait, le monsieur. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas moi, je vous le dis tout de suite. Ça n'a rien à voir avec moi. Qui n'a pas pu poser de questions encore ? Il y a quelqu'un ? Non ? Tout le monde a eu... Bon, c'est super. Pour vous qui n'avez peut-être pas l'habitude de faire des rôles aussi difficiles, ça devait être dur quand même pour vous de faire un rôle aussi dramatique. Vous êtes quelqu'un quand même... Pour nous, oui, voilà. Oui, extravagant, oui. Non, j'ai fait beaucoup en fait. À chaque fois, je faisais une comédie et je faisais 2 films d'auteur. Donc j'ai eu l'habitude. J'ai joué déjà dans La Boîte Noire où je faisais un type qui avait un choc orbital-frontal, qui n'avait. Non, j'ai déjà un bon parcours de choses plus ou moins difficiles. Et vous savez, c'est toujours pareil. Quelquefois, vous avez des rôles qui viennent vous saisir pour une raison ou pour une autre. Et quelquefois, c'est pas ce qui est le plus difficile. Vous en avez certains. Moi, j'ai fait Lola et ses frères. C'est un des rôles qui m'a laissé le plus de traces, alors que le personnage n'est pas un personnage qui vit des conflits énormes. Oui. Et par exemple, le coup près, j'ai fait ça, le peigne dans le maillot, quoi. Parce que, alors que tout le monde me dit, non, ça doit être terrible. Ça doit être terrible de faire ce truc-là, mais c'est facile. Oui, c'est Jean-Louis Trintignant qui m'a appris ça. Il m'a dit, je l'ai fait le peigne dans le maillot. Tu sais, quand tu te coiffes, tu mets le maillot, et tu vas, voilà, j'y vais. C'est joli, non? C'est toute une époque. Pour conclure, si vous permettez, je vais garder la dernière question pour moi. Je voudrais la poser à Éric Lavenne. Vous avez réalisé un certain nombre de comédies. Est-ce que vous aimeriez aller plus loin dans le registre du film dramatique que vous abordez un petit peu avec celui-ci? Mais est-ce que vous pourriez est-ce que vous aimeriez écrire un film très sérieux, très grave? Mais il y a une expression, par exemple, je n'aime pas quand on parle de films d'auteur, parce que je pense que les comédies que je fais sont des films d'auteur et qui sont beaucoup plus écrites que certains films d'auteur. Et faire un drame, je cherche à raconter des histoires. Ensuite, s'il y a de la comédie, c'est une forme de politesse. C'est-à-dire que moi, j'adore quand dans une salle rit. Là, je vois dans Chamboultou, même si le sujet est grave, ça rit énormément et ça me fait plaisir. C'est juste pour moi, le rire, c'est une politesse, c'est une façon de dire quelque chose, mais en gardant le sourire. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, vous remarquerez que même dans les drames, il y a toujours quelque chose d'assez gai. Donc je cherche pas ni à faire des drames, ni à faire rire. Je cherche à
que le spectateur soit transporté par une histoire. Ça peut passer par des choses dramatiques, émouvantes, drôles, voilà. Mais je me dis pas au début, tiens, je vais faire un drame ou je vais faire une comédie. Et je peux vous dire sincèrement, si je vais vraiment faire un drame, c'est 1000 fois plus facile que de faire rire. Hein. C'est-à-dire faire un drame, moi des choses tristes, j'en ai plein des valises, et je suis sûr de faire pleurer. Mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux raconter une histoire et essayer de faire des films que moi j'ai envie de voir. Alors ensuite, ils sont plus ou moins réussis, mais là, en l'occurrence sur Chamboule tout, ce que j'aime, c'est que les gens dans les salles rient, et quand vous entendez des rires, les gens ne font pas semblant, mais en même temps, les gens sont très émus par le parcours incroyable de ce couple. Bien, ça fait 1 heure qu'on discute et c'est chouette. Et merci. Michel Berger, vous avez préféré France Gall ? Moi, je voulais. Il joue du piano debout, mais il n'a pas voulu. On aurait fini sur un autre beaucoup plus sympa. Je sais pas. Ça aurait pu être Gilbert Montagnier, mais bon. Ah non, mais ça, c'est un classique. Elle n'est pas tombée dans l'évidence. Ok, merci beaucoup, Éric Laveine. Merci Alexandra Lamy. Merci José Garcia. Merci à vous. Merci.